Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette présentation du coup sur l'automatisation de l'installation de votre poste de travail. Euh, Juste avant, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Sylvain Métayer, je viens de Bordeaux et c'est ma première. Je suis tech lead du coup à OnePoint et au quotidien, je touche un peu à tout ce qui est conteneur, orchestration de conteneurs et j'essaie d'automatiser au travers de la CI/CD pas mal de processus. Et du coup, à force, je me suis dit que pourquoi pas l'appliquer à mon propre PC. Donc, pendant ces 20 minutes, ce qu'on va essayer de faire, c'est de partir d'une VM totalement vide, donc une Fedora 38 avec juste un compte utilisateur créé, et essayer d'avoir une configuration de mes logiciels, mon installation et tout, qui soit fonctionnelle. Donc, je vous mens pas, j'ai la VM qui est juste là, qui arrive, et je vais juste lancer un petit script, et je vous explique ça tout à l'heure. Hop, voilà, on peut revenir du coup sur les slides. Donc j'ai quelques critères pour l'automatisation de l'installation de mon poste. C'est les suivants. Tout d'abord, je souhaite donc gérer mes fichiers de configuration, donc mes .files, je vais en parler juste après. Je souhaite pouvoir donc gérer les logiciels qui sont installés sur ma machine et je souhaite que le tout soit versionnable, donc que je puisse poser ça dans un dépôt Git sur GitHub, GitLab ou quoi que ce soit, et que je puisse revenir en arrière, tester des trucs facilement. Également, je n'ai pas envie non plus de m'embêter à maintenir un outil pour maintenir ma machine, donc j'ai envie que ça soit facilement maintenable et que je n'ai pas 25 millions de commandes pour pouvoir déployer la configuration de ma machine. J'ai aussi un poste de travail pro et perso. Ils sont parfois avec des composants communs et différents. Si je peux gérer les deux en même temps et capitaliser sur les points communs, c'est mieux. Et également, j'ai des fichiers, donc des .env, des clés d'API, etc. Et tout. Donc j'aimerais bien pouvoir avoir un outil qui permet de gérer ces secrets et de ne pas les publier en clair sur GitHub. Donc tout d'abord, les .files, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les fichiers de configuration qui sont posés par tous les outils que vous allez utiliser, que ce soit votre git config, votre vimrc ou quoi que ce soit. Pourquoi .files? Tout simplement parce qu'en général, ça commence par un point, ces fichiers de configuration, et ils sont stockés dans votre répertoire utilisateur, donc dans votre home directory. Voilà. Un exemple, ça va être le bash rc, qui se situe du coup à la racine de votre home directory, et dans ce cas-là, qui ne fait pas grand-chose dans cet exemple, à part exporter une variable d'environnement. C'est un exemple parmi d'autres, donc comme je l'ai dit, vous avez le vimrc, le git config, et vous avez tous les outils, donc que ce soit en CLI ou autres, qui vont avoir leur fichier de configuration. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on veut versionner, comment on fait? Donc GitHub a un site .files GitHub.io qui répertorie plusieurs méthodes. Je vais vous en présenter quelques-unes et celles que j'ai retenues. Et il y a également un dépôt awesome.files qui va lister également plein de méthodes parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de gérer vos .files. La première méthode, si vous avez que quelques fichiers, on pourrait penser naïvement qu'on se dit qu'on va utiliser le bon vieux copier-coller. Donc on copie-colle nos fichiers de config dans un dépôt Git, on pousse tout ça, et quand on a besoin de restaurer, on copie-colle dans l'autre sens. Alors, ça va effectivement permettre de gérer ces fichiers de configuration. Pour les logiciels installés, il faudra repasser, ça nécessite toujours une action manuelle. Le fait d'avoir quelque chose de versionnable, c'est une action manuelle, mais il faut penser à copier-coller manuellement ces fichiers et pas oublier quelque chose, donc c'est pas terrible, on va dire. Et donc le facilement maintenable, c'est non plus pas terrible. Pour la gestion de plusieurs postes, à part faire plusieurs dossiers, plusieurs dépôts guides, vous n'allez pas avoir 500 solutions. Et pour la gestion des secrets, vous devrez forcément passer par un outil tiers si jamais vous voulez faire ça. Donc ce n'est pas une solution idéale. On va plutôt penser à un outil qui est dédié pour ça, qui s'appelle Sto, qui permet de gérer des liens symboliques de façon récursive. Donc ça va prendre en fait un dossier contenant toute votre configuration, donc tous vos fichiers de configuration, et ça va prendre l'arborescence de ce dossier et le répliquer sur votre home directory ou sur le dossier que vous aurez choisi comme cible. L'avantage, c'est qu'on est typiquement sur un outil qui est fait pour, donc c'est facilement maintenable, ça va permettre de gérer vos fichiers de configuration, et du coup, ces fichiers étant au format texte, on peut facilement les versionner. Par contre, Sto, ça fait une chose, ça le fait bien, mais ça fait qu'une chose, donc on ne va pas pouvoir gérer les logiciels installés avec, il faudra toujours passer par une autre étape.
Gérer son poste de travail pro-perso, c'est pareil, ça ne va pas être idéal, ça va pouvoir marcher, mais il va falloir plusieurs dossiers ou alors scripter pour pouvoir gérer la partie commune et différente de vos postes. Et la gestion des secrets, pareil, ça ne propose rien nativement pour ça, donc il faudra utiliser soit du GPG ou Age pour chiffrer vos données avant de les déchiffrer lors de la restauration. Étant donné qu'une bonne partie d'entre vous dans la salle est sûrement développeur, on pourrait se dire je vais faire mon propre script et je vais répondre pile poil à mon besoin. Donc si on reprend notre petit tableau récapitulatif, ça semble la solution idéale. On peut gérer nos fichiers de configuration, les logiciels au travers des API du système, ça va pouvoir se faire. Étant donné qu'on a la contrainte de base de gérer son poste de travail, de plusieurs postes de travail et des secrets, lorsque vous allez développer votre outil, vous allez pouvoir le prendre en compte et faire un fichier de configuration avec l'outil que vous allez utiliser qui sera versionnable. Donc normalement, on se dit que ça devrait passer. Là où le bas blesse, par contre, c'est que vous allez devoir développer un outil pour pouvoir maintenir la configuration de votre machine. Donc vous allez prendre du temps pour maintenir votre machine sur laquelle vous prenez déjà le temps de customiser vos configurations. Donc ce n'est pas la solution que je souhaitais faire, et étant donné que j'ai déjà fait de l'Ansible, je me suis dit que ça pouvait servir à ça. Donc Ansible, c'est un outil d'automatisation qui va permettre le provisionnement de machines, donc on va l'utiliser pour provisionner et configurer un ensemble de machines, donc que ce soit sur un parc de machines avec des dizaines ou des centaines de machines, mais on peut également l'utiliser en local sur une seule machine, ce qui va nous convenir très bien dans ce cas-là. Ansible a une notion de playbook, donc je vais revenir sur ça juste après, avec des rôles, et ces rôles vont exécuter des tâches. Les tâches, en fait, c'est des modules Ansible qui vont permettre de faire plusieurs actions, installer un logiciel, copier un fichier de configuration, etc., etc. Si on reprend notre tableau récapitulatif, ça a l'air de cocher toutes les cases. On a quelque chose qui est facilement maintenable, puisque du coup, Ansible va s'exécuter à l'aide d'une commande dans laquelle on va lui dire d'exécuter les instructions d'un playbook. C'est versionnable, Ansible, c'est du YAML. On aime, on déteste, mais ça se lit facilement. Et Ansible, au travers de ces modules, va permettre de gérer les fichiers de configuration et les logiciels installés. Également, on va pouvoir gérer plusieurs postes de travail au travers de plusieurs playbooks, en changeant simplement la cible sur laquelle on souhaite s'exécuter. Et Ansible intègre nativement quelque chose dont je vous parlerai après, qui est Ansible Vault, pour pouvoir gérer vos secrets. Donc là, je vous ai dit, super, ça répond pile poil à mon cas, mais concrètement, à quoi ça ressemble? Alors, si on retourne, donc je vais juste passer en mode unifié pour pouvoir éviter de basculer tout le temps et voir un peu ce que je fais. Voilà, donc là, on voit que mon playbook Ansible, c'est terminé. Donc on voit qu'il a exécuté plusieurs actions et notamment installé Docker. On voit que Docker est démarré, activé. Donc logiquement, si on se dit, donc on va juste s'assurer qu'on est avec le groupe Docker pour avoir les bons droits, sinon ça nécessite de se déconnecter, reconnecter. Et déjà, à première vue, on voit que mon prompt il a changé. J'ai mon prompt qui est customisé maintenant avec le nom de mon dossier, la branche, la version de Python, et si jamais j'ai des clés qui sont chargées dans mon agent SSH. Et donc du coup, si on lance un Docker Run Hello World, on voit bien que Docker, qui n'était pas installé juste avant, est bien installé. Maintenant, si on regarde un peu la structure de ce qui est utilisé, on voit déjà que VS Code, qui n'était pas installé avant, l'est maintenant, sans pour autant que j'ai fait quelque chose. Et si on regarde donc la structure qu'on a, on retrouve la notion de playbook dont je vous ai parlé. Les playbooks contiennent en fait un ensemble de rôles qui vont être exécutés. Ces rôles peuvent être locaux, donc on va écrire le contenu des rôles, ou provenant de la communauté, qui est assez importante, avec les rôles disponibles sur Galaxy d'Ansible. Également, du coup, on voit qu'on a les rôles. Les rôles, c'est un ensemble de dossiers contenant une structure assez commune, donc avec tout le temps un dossier task et un dossier main ici. Donc, par exemple, on voit après qu'on va décrire la structure des tâches qu'on souhaite réaliser. Et on va appeler des modules. Par exemple, juste ici, on va s'assurer qu'un répertoire existe. Et ici, on va s'assurer que notre machine est bien sur la time zone Paris. Également, on va avoir donc les tâches, les rôles et les playbooks. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on lance ça. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais lancé une petite commande
qui avait fait tout ça. La commande que j'ai lancée, si on revient ici, c'était tout simplement un git clone. Donc, on va ressortir de ça. C'était un git clone ici que j'ai fait. Et ensuite, j'ai simplement exécuté le script Bootstrap qui est ici. Donc, le script Bootstrap, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on installe d'abord les dépendances Ansible. Ansible, c'est fait en Python. Donc, normalement, ceux qui sont sous Mac ou Linux, ça devrait déjà être nativement installé. Et vous devez simplement installer les dépendances Ansible, donc les dépendances Python. Et ensuite, on voit qu'on va installer les dépendances d'Ansible Galaxy, donc qui sont les dépendances communautaires des rôles faits par la communauté. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs rôles, notamment par exemple Girlinga ici, qui est un très grand contributeur à l'écosystème Ansible, qui a fait beaucoup de rôles, et qui a très fortement contribué. Également, on voit ici, donc je reviendrai sur cette partie-là juste après, et on voit qu'on lance l'exécution de notre playbook avec la commande Ansible Playbook, en lui donnant le playbook qu'on souhaite exécuter. Et on passe simplement un petit argument ici en supplément à des fins de démo, qui est le mot de passe super utilisateur pour pouvoir exécuter les tâches nécessitant des droits administrateurs. Je ne vous recommande pas du tout de le faire, étant donné que là, c'est à des fins de démo pour automatiser la démo. Sinon, il vous demandera le mot de passe lorsque vous exécuterez le playbook avec des tâches nécessitant des privilèges particuliers. Donc notre playbook, par exemple, ici, on voit qu'on exécute le rôle distant communautaire pour installer Docker. Et si on prend, par exemple, un rôle pour gérer les liens symboliques, on voit ici qu'on va pouvoir boucler donc, avec des variables. Donc, c'est les variables qu'on définit dans notre rôle. Alors, on va nommer nos variables. Et on peut du coup comme ça faire des liens symboliques de tous nos fichiers de configuration et ça sera automatiquement répliqué sur notre home directory. Par exemple, j'ai ma config vimrc qui est juste ici. Et lorsque je fais mon symlink, on voit que on va du coup s'assurer que le répertoire des cibles existe bien et que le fichier est bien au format lien symbolique et non au format fichier standard. Également, je vous ai dit du coup qu'on pouvait installer des paquets du coup via les modules Ansible. Donc du coup, ça se passe au travers d'une tâche. Donc moi, j'ai mis ça dans un rôle qui s'appelle les dépendances Fedora, tout simplement pour regrouper tout ce qui est installation de paquets. On a vu que du coup, j'avais code qui avait été installé, que j'avais Docker qui est installé, mais j'ai également JetBrains Toolbox qui est installé si jamais je souhaite installer, par exemple, mon IDE IntelliJ. Comment ça se présente? Donc on voit qu'on peut importer des tâches ici, et si on regarde sur les paquets, c'est pareil, on va pouvoir définir des variables afin de lui donner une liste de paquets à installer. Et juste ici, on voit que c'est un module DNF pour ceux qui sont sous Fedora. Il y a un module apt pour ceux sous Debian, où il y a même un module qui permet de détecter automatiquement la type de distribution sur lequel vous êtes. Et on voit qu'on lui donne la liste de dépendances qu'on souhaite installer. Cette liste de dépendances, du coup, elle est variabilisée pour pouvoir la surcharger facilement selon que vous utilisez tel ou tel playbook. Par exemple, ce que j'ai fait au début de mes playbooks, c'est charger donc les variables local.yaml dans laquelle je peux surcharger les variables et dire finalement je ne souhaite installer que telle dépendance Flatpak, donc par exemple que Spotify dans ce cas-là, ou un autre playbook dans lequel je souhaite installer plus de dépendances. Également, du coup, ces fichiers symboliques, on voit qu'ils sont présents juste ici. Hop, voilà. Donc, du coup, on voit qu'on a les fichiers symboliques juste ici, et on voit que le guide config dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pour autant pas un lien symbolique. Car on peut, du coup, avec Ansible, également faire du templating. Ça peut être pratique si jamais vous souhaitez générer tout simplement des fichiers avec des données différentes selon l'environnement cible que vous avez. Par exemple, on peut souhaiter vouloir mettre un mail différent sur sa machine perso et de boulot, donc plutôt le mail d'entreprise ou quoi, et éventuellement effectuer des boucles dans un langage de templating complet. Je vous ai parlé également du coup donc si jamais je reprends, la partie templating se situe juste ici. Ansible utilise du Jinja, donc il y a un moteur de templating. Et donc on voit qu'on a vraiment toutes les fonctionnalités, que ce soit du condition, des boucles, etc. Et également, une dernière chose, je vous ai parlé
de données chiffrées qu'on peut utiliser, par exemple, pour vos points en, vos variables d'environnement ou quoi que ce soit. Si on prend ce secret data qui est juste là, on voit que je peux pousser le dépôt, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, avec ces données-là, et pour autant, mes données sont chiffrées avec AES 256, et j'ai un mot de passe. Alors comment ça se passe, et comment Ansible travaille avec? Si on revient sur le script de Bootstrap juste ici, on voit qu'on a une variable qui est présente ici, qui est password file. Donc dans la documentation, ça nous dit va chercher le contenu de ce fichier et utilise le contenu de ce fichier comme mot de passe. Évidemment, du coup, pour la démo, j'ai mis un mot de passe très simple que j'ai écrit directement sur la machine. Ne faites pas ça. Et donc, du coup, si on regarde ce qui a été fait avec cette tâche, Ansible va, de façon transparente, déchiffrer notre fichier et appliquer la tâche. Donc, du coup, si on revient juste ici, on voit que j'ai appelé le module copy pour faire une copie et que j'ai copié mon fichier donc, chiffré sur mon poste de façon déchiffrée. Et si jamais on revient là, donc, secret data, on voit bien que mon fichier très secret a été correctement déchiffré de façon transparente. Je vais revenir du coup sur mes slides. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, bon, c'est super, mais j'ai besoin de faire telle ou telle chose spécifique, etc. et tout. Je ne vais pas avoir forcément le temps de tout vous détailler, tous les modules d'Ansible et tout, donc je vais vous rediriger vers la documentation d'Ansible qui est très bien faite, qui est très complète. Et également, si vous vous posez la question j'aimerais faire telle ou telle chose, peut-être regardez avant de développer votre propre rôle s'il n'y a pas un rôle qui est disponible sur la communauté Ansible, parce qu'il y a des dizaines de milliers de rôles disponibles. Donc il y a sûrement quelque chose qui va répondre à votre besoin, à minima en partie. En conclusion, je vous ai présenté quelques façons, et je vous ai présenté celles que j'ai retenues pour pouvoir gérer la configuration de ma machine. Ça m'a permis, du coup, lorsque j'ai vautré ma machine tout seul comme un grand, de la remonter en moins d'une demi-heure avec tout prêt, et j'avais juste à me reloguer sur les différents services, ça ne va pas pouvoir être automatisé. Ça ne vous conviendra peut-être pas, certains trouveront peut-être ça overkill ou quoi que ce soit, selon les besoins que vous avez. Je vous invite dans ce cas-là à aller voir sur .file GitHub.io une méthode peut-être différente qui répondra peut-être à votre besoin de façon plus précise, parce que chacun gère sa configuration et a ses propres besoins. Donc je vous laisse avec mes .files qui utilisent du coup Ansible sur ce lien juste ici. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'ai un petit, voilà, j'ai un petit bug graphique, on va dire. Voilà, on va dézoomer. Et comme ça, vous avez les deux QR codes vers OpenFeedback et vers les slides. Et merci à tous. Et si vous avez des questions, je ne sais pas s'il reste un peu de temps. Parfait. Parfait. Et s'il y a une question, je vous en prie. Ah, pardon. Vous êtes dans le noir, alors je ne vois pas. Qui d'abord? Je vais trois mains. Bonjour et merci pour la présentation. Personnellement, je ne connais pas trop Ansible, du coup ma question, à mon avis, sera vite répondue. Mais une fois qu'on a provisionné la machine, disons qu'on fait une mise à jour de la configuration. Donc par exemple sur notre repo où on avait toute la config Ansible, on met à jour. Est-ce que Ansible, j'imagine, et c'est là qu'est ma question, permet de faire juste une mise à jour de la machine actuelle, ou il y a besoin de reprovisionner entièrement une machine? En fait, Ansible fonctionne avec des tâches qui sont idempotentes, c'est-à-dire qu'il va réexécuter l'ensemble des tâches, mais il va voir que la tâche n'a pas nécessité de faire une action. Si par exemple on lui demande d'installer le paquet Firefox, il voit que Firefox est déjà installé, donc il va juste passer à la tâche suivante. Et voilà, donc on réexécute tout le playbook, et tous les états différents vont du coup être mis à jour, mais il va juste réexécuter le tout et passer tout ce qui est déjà fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question de mise à jour du coup. Oui. Parfait. Je pense qu'on peut arrêter là. On peut le remercier encore une fois. Merci.